S'il est vrai que j'ai logé 6 balles dans le crâne de mon meilleur ami, j'espère par la présente déclaration démontrer que je ne suis pas son assassin. On me prendra d'abord pour un fou. Plus fou encore que l'homme que j'ai abattu dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Mais plus tard, ceux de mes auditeurs qui sauront évaluer mes arguments à l'aune des faits avérés comprendront qu'il m'était impossible de croire et d'agir autrement, pas après avoir été confronté à la réalité de cette horreur, à ce monstre sur le seuil. Je n'avais jusqu'alors accordé aucun crédit aux fables délirantes qui motivèrent mon passage à l'acte. Encore aujourd'hui, je me demande parfois si je ne me suis pas fourvoyé, ou bien si je ne suis pas réellement fou, après tout. Je l'ignore. Mais d'autres que moi ont d'étranges choses à raconter au sujet d'Edward et d'Asenath Derby. Et même les policiers apathiques sont bien en peine d'expliquer cette dernière et terrible visite. Les inspecteurs s'efforcent d'y voir quelque avertissement sordide, ou bien l'ultime mauvais tour de domestiques congédiés, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que la vérité est infiniment plus effroyable et scandaleuse. J'affirme donc que je n'ai pas tué Edward Derby. Je l'ai plutôt vengé. Et ce faisant, j'ai purgé la terre d'une abomination dont la survie aurait condamné l'humanité à devenir la proie d'indicibles terreurs. De sinistres zones d'ombre bordent les chemins de nos vies quotidiennes, et il arrive parfois qu'un esprit maléfique se ferait un passage dans notre monde. Quand cela se produit, l'homme averti doit frapper le premier, sans se soucier des conséquences. Je connaissais Edward Pickman Derby depuis sa plus tendre enfance. De 8 ans mon cadet, il était si précoce que nous eûmes beaucoup en commun dès qu'il eut 8 ans, et moi 16. Véritable enfant prodige, il écrivait déjà à 7 ans des vers d'inspiration fantastique dont la noirceur confinait à la morbidité et qui impressionnait grandement ses précepteurs. Peut-être son instruction à domicile et son confortable isolement avaient-ils contribué à son épanouissement précoce. Fils unique et objet d'adoration pour ses parents, sa complexion délicate les inquiétait à tel point qu'ils le gardaient sous étroite surveillance. Il lui était interdit de sortir sans sa gouvernante, et il n'avait que rarement l'occasion de s'amuser librement avec d'autres enfants. Tout ceci favorisa sans nul doute chez lui le développement d'une étrange et secrète vie intérieure, avec l'imagination comme unique moyen d'évasion. Quoi qu'il en soit, son érudition juvénile était aussi prodigieuse que bizarre, et ses écrits, qui lui venaient facilement, me fascinaient malgré notre différence d'âge. À cette époque, j'avais une prédilection pour une certaine forme d'art grotesque,
et je trouvais chez ce jeune garçon une rare affinité d'esprit. À n'en pas douter, notre amour commun pour les spectres et les merveilles puisait son origine dans les pierres anciennes, lépreuses et angoissantes de notre ville. Arkham la maudite, terre de sorcières et de légendes, dont les enchevêtrements croulants de toits en pente et les balustrades georgiennes délabrées projettent leurs ombres séculaires sur les eaux noires et murmurantes de la rivière Miskatonic. Par la suite, j'entrepris des études d'architecture et dû renoncer à mon projet d'illustrer pour Edward un recueil de ses poèmes démoniaques, sans pour autant que notre amitié en fût affectée. Le génie décalé du jeune Derby s'affirma remarquablement, et dans sa 18e année, son anthologie d'élégies cauchemardesques parut sous le titre d'Azathoth et autres horreurs lui valut un certain succès. Il entretint même une correspondance suivie avec Justin Geoffrey, le poète baudelairien réputé qui publia Le peuple du monolithe et mourut en hurlant dans un asile d'aliénés en 1926, au retour d'une visite dans un village hongrois de sinistre renommée. Son existence choyée, cependant, n'avait guère préparé Derby à affronter les aléas de la vie pratique et de l'indépendance. Bien qu'en meilleure santé, il voyait son comportement puéril entretenu par des parents exagérément protecteurs, de sorte qu'il ne voyageait jamais seul, ne prenait aucune décision personnelle et semblait incapable d'assumer la moindre responsabilité. Il devint très vite évident qu'il ne saurait jamais faire face au monde des affaires, ou même au monde professionnel. Mais la fortune familiale était telle que cela ne tirait pas à conséquence. Malgré son entrée dans l'âge d'homme, il avait conservé un air faussement enfantin. Blond aux yeux bleus, il avait le teint rose d'un enfant, et il fallait plisser les yeux pour discerner le fantôme de moustache qu'il essayait de faire pousser. Sa voix était douce et claire, et son existence douillette et inactive conférait à sa silhouette une rondeur juvénile plutôt que l'embonpoint propre aux jeunes adultes. Il était plutôt grand, et ses traits harmonieux auraient pu faire de lui un véritable séducteur, si sa timidité maladive ne l'avait poussé à préférer la solitude et la compagnie des livres. Les parents de Derby l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il s'imprégna rapidement des usages de la pensée et de l'expression européenne. Son talent, dans la droite ligne de Poe lui-même, s'orienta de plus en plus vers une certaine littérature décadente et s'éveilla du même coup à d'autres sensibilités et aspirations artistiques. Nous avions à cette époque de longues et passionnantes conversations. Diplômé de Harvard, j'achevais mes études dans un cabinet d'architecte de Boston et, après mon mariage, choisis de revenir à Arkham pour y exercer ma profession. Mon père étant parti en Floride pour des raisons de santé, ma femme et moi nous installâmes dans la demeure familiale de Saltonstall Street. Edward nous rendait visite presque chaque soir, si bien que j'en vins à le considérer comme un membre de la maisonnée. Il avait une façon bien à lui de sonner ou de frapper à la porte, qui finit par devenir entre nous un véritable code. Voilà pourquoi, après le dîner, je guettais ces 3 coups brefs si familiers, suivis de 2 autres après une courte pause. Il m'arrivait plus rarement de passer le voir chez lui, où je remarquais avec envie les mystérieux ouvrages qui venaient sans cesse grossir sa bibliothèque.
Ses parents ne pouvant concevoir qu'il puisse s'éloigner d'eux, Derby fit ses études à l'université miskatonique d'Arkham. Il y entra à l'âge de 16 ans et en sortit 3 ans plus tard, diplômé de littérature anglaise et française, brillant dans toutes les disciplines, à l'exception des mathématiques et des sciences. Il ne fréquenta guère les autres étudiants, mais se prit d'admiration pour un petit groupe incarnant la bohème et l'avant-garde, dont il singea le cynisme de façade et le langage prétendument spirituel, sans toutefois s'aventurer à imiter leur conduite douteuse. Il devint en revanche un adepte, presque fanatique de cette littérature occulte et souterraine qui faisait et fait encore la renommée de la bibliothèque de l'université miskatonique. Lui, qui n'avait jusqu'alors fait qu'effleurer ces mondes étranges et fantastiques, s'abîmait maintenant dans les profondeurs des arcanes et des runes léguées par un passé fabuleux pour guider ou déconcerter les générations futures. À l'insu de ses parents, il parcourut les pages de l'effroyable livre d'Eibon, de l'Unaussprechlichen Kulten de von Junst et même du Necronomicon, l'ouvrage interdit d'Abdul al-Azred, l'arabe dément. Edward avait 20 ans quand mon seul et unique enfant vint au monde, et il parut très heureux que je nomme le nouveau-né Edward Derby Upton en son honneur. À 25 ans, mon ami était devenu un prodigieux lettré, ainsi qu'un poète et un fabuliste de renom, même si son manque de contact et de prise de responsabilité avait fini par nuire à son évolution littéraire en faisant de ses écrits des œuvres livresques dépourvues d'originalité. J'étais peut-être son ami le plus proche, et trouvais en lui une source intarissable de stimulante conversation, tandis qu'il comptait sur moi pour le conseiller sur tous les sujets qu'il ne préférait pas aborder avec ses parents. Il resta célibataire, moins par inclination personnelle que par la faute de sa timidité, de son inertie et de l'emprise parentale, et ne cédait que rarement, et seulement pour la forme, aux sirènes de la mondanité. Quand la guerre éclata, sa santé fragile et sa pusillanimité maladive l'exemptèrent de prendre les armes. Pour ma part, je fus affecté à la base militaire de Plattsburgh, mais ne fus jamais envoyé au front. Ainsi les années passèrent. À 34 ans, Edward perdit sa mère. Le choc occasionné par ce décès le laissa prostré des mois durant sous le coup d'une étrange affection nerveuse. Son père l'emmena en voyage à travers l'Europe, et Edward parvint à surmonter son mal sans en conserver de séquelles apparentes. Il sembla par la suite envahi de bouffées de joie grotesques, comme s'il s'était affranchi d'un invisible carcan. Malgré son âge, il se mit à fréquenter le groupe le plus éveillé de l'université et participa dès lors à certaines séances de débauche extrême. En une occasion, un maître chanteur menaça même de révéler quelques fâcheuses affaires secrètes à son père, et Edward fut contraint de m'emprunter une forte somme d'argent pour le réduire au silence. Les rumeurs les plus extravagantes couraient sur cette coterie d'étudiants dévoyés. À mi-voix, certains parlaient même de magie noire et de phénomènes défiant l'imagination.
C'est à 38 ans qu'Edward fit la connaissance d'Asenath Waite. La jeune femme avait, dans mon souvenir, environ 23 ans à l'époque, et préparait à Miskatonic un diplôme de métaphysique médiévale. La fille de l'un de mes amis l'avait déjà croisée au lycée All School de Kingsport, mais l'avait soigneusement évitée à cause de son étrange réputation. Petite et brune, elle était d'une très grande beauté, en dépit de ses yeux protubérants, mais quelque chose dans son expression lui aliénait la sympathie des personnes les plus impressionnables. Toutefois, le rejet qu'elle inspirait était en grande partie dû à ses origines et à sa conversation. Elle était de la famille des Waite d'Innsmouth, et nul n'ignore les sombres légendes qui planent depuis plusieurs générations sur cette ville en ruine, à moitié dépeuplée, et sur ses habitants. Certains récits évoquent d'horribles pactes scellés autour de 1850, ainsi qu'une étrange ascendance non humaine dans les vieilles familles du port de pêche délabré. Des histoires comme seuls savent si bien les inventer et les raconter les vieillards de la région. Le cas d'Asenath se trouvait aggravé du fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, qu'il avait conçu au crépuscule de sa vie avec une femme mystérieuse au visage constamment voilé. Ephraim habitait une vétuste demeure de Washington Street à Innsmouth, et les rares personnes qui l'avaient vue, les gens d'Arkham évitaient autant que possible de se rendre à Innsmouth, affirmaient que les lucarnes étaient toujours condamnées par des planches et que d'étranges bruits s'en échappaient parfois à la tombée de la nuit. Le vieil homme jouissait en son temps d'une réputation d'étudiant prodigieusement doué en occultisme, et les légendes locales lui attribuaient le pouvoir de déchaîner ou d'apaiser à l'envi les tempêtes en mer. Je l'avais aperçu à une ou deux reprises dans ma jeunesse, alors qu'il venait consulter à Arkham certains ouvrages interdits de la bibliothèque universitaire, et j'avais détesté la férocité saturnienne de ses traits, comme le fouillis de sa barbe gris acier. Il était mort fou, dans des circonstances plus qu'étranges, juste avant l'entrée d'Asenath au lycée All School, dont le proviseur était devenu par vœu testamentaire d'Ephraim le tuteur légal de sa fille. La jeune femme avait cependant été une fervente disciple de son père, et lui ressemblait par moments de façon diabolique. Quand le bruit vint à se répandre qu'Edward fréquentait Asenath Waite, l'ami dont la fille l'avait connu sur les bancs de l'école me fit part de plusieurs faits curieux. La jeune femme, qui se prétendait magicienne, était apparemment capable de stupéfiants prodiges. Elle se vantait de pouvoir déclencher des orages, même si l'on imputait généralement son succès à quelque étonnant don de prémonition. Elle déplaisait visiblement aux animaux, toute espèce confondue, et parvenait d'une simple passe de la main droite à faire hurler un chien à la mort. Elle se rendait parfois coupable d'allusions et de termes surprenants et très choquants pour une fille de son âge. Il arrivait même à ses condisciples effrayés de surprendre venant d'elle des regards et des clins d'œil inconvenants, comme si la jeune femme tirait de sa présence dans l'école une obscène et ironique jouissance. Le plus troublant, cependant, restait son incontestable pouvoir de suggestion. Elle avait tout d'un véritable hypnotiseur. Il lui suffisait
de dévisager d'une certaine manière l'une de ses camarades, pour que celle-ci ait la nette impression de subir un échange de personnalité, comme si le sujet se retrouvait momentanément dans le corps de la magicienne et pouvait contempler à l'autre bout de la pièce son propre corps, dont les yeux saillaient et brûlaient d'une lueur parasite. Asenath lançait parfois d'extravagantes allégations concernant la nature de la conscience et de son indépendance par rapport au plan matériel, ou du moins par rapport au processus biologique du plan matériel. Elle enrageait de ne pas être un homme, car elle estimait les cerveaux mâles dotés de formidables pouvoirs cosmiques réservés à eux seuls. « Qu'on lui donne un cerveau d'homme », déclarait-elle, et elle pourrait égaler ou même surpasser son père dans la maîtrise de forces inconnues. Edward rencontra Asenath lors d'une réunion de l'intelligentsia universitaire tenue dans une chambre d'étudiants. Lorsqu'il me rendit visite le lendemain, il ne parla que de la jeune femme. Elle partageait aussi bien ses passions dévorantes que sa folle érudition, et, qui plus est, sa beauté semblait avoir subjugué mon ami. Comme beaucoup, je la connaissais de nom, mais je ne l'avais pour ma part jamais vue, et ne me rappelais que vaguement certaines rumeurs qui couraient à son sujet. Je trouvais néanmoins regrettable qu'Edward fût à ce point épris d'elle, mais me gardais bien de l'en décourager, car l'adversité ne fait souvent que renforcer ce type d'engouement. Il m'avoua qu'il n'avait pas osé parler d'elle à son père. Au cours des semaines qui suivirent, le jeune Derby n'eut que le nom d'Asenath à la bouche. L'idylle tardive de ce célibataire endurci ne passa pas inaperçue, même si, de la vie générale, il ne faisait pas son âge et constituait pour son excentrique muse un compagnon parfaitement assorti. Son indolence et son laisser-aller ne l'avaient affligé que d'un léger embonpoint, et son visage était dépourvu de rides. Asenath, en revanche, avait au coin des yeux de précoces pattes d'oie qui révélaient l'exercice d'une volonté farouche. Edward ne tarda guère à me présenter la jeune femme, et je pus constater que leur attirance était réciproque, tant elle le couvait d'un regard presque vorace. Il était bien trop tard, pensai-je, pour tenter de démêler le lien qu'avaient noué ces deux êtres. Je reçus peu après la visite de M. Derby père, pour lequel j'avais toujours éprouvé une admiration et un respect sans faille. Il avait eu vent de la passion naissante de son gamin, et lui avait sans grand mal arraché des aveux complets. Edward projetait d'épouser Asenath, et avait même déjà commencé à chercher une maison en banlieue. Comme il n'ignorait pas l'influence qu'en temps normal j'exerçais sur son fils, le pauvre homme se demandait si je pouvais l'aider à empêcher ce projet insensé. Mais je lui fis part à contre-cœur de mes doutes. Ce n'était pas la faiblesse d'âme d'Edward qui était en cause cette fois-ci, mais la volonté de faire de la jeune femme. En éternel enfant, mon ami avait tout bonnement substitué à l'image parentale une figure d'autorité nouvelle et bien plus forte, et nous n'y pouvions rien. Le mariage fut célébré un mois plus tard par un juge de paix, selon le souhait de la future épouse.
Sur mon conseil, M. Derby ne s'y opposa pas et assista à la brève cérémonie, tout comme ma femme, mon fils et moi-même, le reste de l'assistance étant exclusivement composé de jeunes étudiants délurés. Asenath avait acquis la maison Crowninshield, une vieille propriété située au bout de High Street, aux abords de la ville. Les deux époux devaient y emménager après un court séjour à Innsmouth, d'où ils ramèneraient 3 domestiques, quelques livres et du mobilier. Si la jeune femme avait préféré s'établir à Arkham plutôt que dans la demeure familiale, c'était probablement moins par égard pour Edward ou son père que par désir personnel de rester à proximité de l'université et tout particulièrement de sa bibliothèque et de sa clique d'élégants. Edward n'était plus tout à fait le même quand il passa me saluer au retour de sa lune de miel. Sur ordre d'Asenath, il s'était débarrassé de sa moustache chétive, mais il y avait plus que cela. Il semblait plus mesuré, plus réfléchi qu'auparavant, et son habituel mood d'enfant frondeur avait laissé place à une expression soucieuse, presque triste. Je n'étais pas certain de devoir me réjouir de ce changement, même si mon ami ne m'avait jamais paru aussi adulte qu'en cet instant. Qui sait si ce mariage n'était pas une bonne chose après tout? Se pouvait-il que le changement de dépendance d'une figure d'autorité à une autre ait provoqué chez lui un début de rejet du principe même d'autorité, qui seul pourrait le conduire à s'assumer enfin? Il était venu seul car Asenath était très occupé. Elle avait rapporté d'Innsmouth, et Derby frémit en prononçant ce nom, une vaste collection de livres et d'instruments, et mettait la dernière touche aux travaux de rénovation de leur demeure à Crowninshield. Edward m'avoua que la maison des Waite, située en plein cœur de cette ville, était un endroit plutôt malsain, mais qu'elle recelait quelques objets riches d'enseignements surprenants. Sous l'égide d'Asenath, il progressait rapidement dans les sciences occultes. Elle proposait parfois de réaliser des expériences audacieuses et radicales qu'il ne se sentait pas autorisé à me décrire, mais il avait confiance en ses capacités et ses intentions. Les 3 domestiques, quant à eux, étaient très étranges. Il y avait un couple extrêmement âgé qui parlait à mots couverts d'Ephraim Waite et de la défunte mère d'Asenath, leurs anciens maîtres, ainsi qu'une jeune soubrette olivâtre, aux traits difformes, qui exhalait continuellement une infecte odeur de poisson.